Michel Chancy est vétérinaire de formation. Il a été secrétaire d'État à la production animale de 2008 à 2016. Il est également membre fondateur de Vétérimed, une ONG haïtienne spécialisée en santé et production animale. Il a été membre du conseil d'administration de cette même ONG de 1991 à 2008 et ensuite de 2016 à nos jours. Depuis 2016, il est responsable des programmes de production et santé animale et enseignant-chercheur à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement de l'Université Quisqueya. Il est également professeur à la Faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti. Bonjour Michel Chancy. Bonjour Nadia, merci pour l'invitation. Ben, merci à toi. Est-ce que par rapport à ce thème sur l'actualité et la politique, ici les perspectives politiques, est-ce que tu peux te présenter par rapport à ton activité politique et tes engagements également? Bon, comme tu l'as dit, je suis vétérinaire de formation et j'ai toujours travaillé dans le développement rural. Et j'ai travaillé avec des organisations paysannes, avec des ONG qui encadrent ces organisations paysannes. Et j'étais aussi membre du gouvernement pour développer des politiques par rapport à l'élevage, par rapport au développement rural en général. Et aujourd'hui, mon action est surtout à l'université où on réfléchit sur la problématique du développement et la contribution de l'université, du monde universitaire à résoudre les problèmes, on pourrait dire, de développement économique du pays. Problèmes qui finalement sont à la base de toute la crise politique que nous vivons. Donc c'est à partir de cette position de professionnels engagés auprès d'associations paysannes, de groupes d'éleveurs et du secteur privé également, que je vais, disons, partager mes réflexions et les perspectives que je vois par rapport à la situation grave dans laquelle se trouve le pays. Ok, merci. Et donc, par rapport au contexte qui est en effet très grave ici, euh, quelle est ta vision de ce contexte, de cette crise? Donc, quels sont les acteurs concernés? Euh, Qu'est-ce qui fait que cette crise perdure dans le temps? Bon, ce qu'on retient, ce qui est connu, c'est c'est une crise de gouvernabilité. Le pays n'a pas d'autorité légitime. Le processus démocratique a été complètement interrompu. Les actuels dirigeants n'ont aucune légitimité légale ni légale et ils sont là, ils sont de fait. Ils sont soutenus par une partie de la communauté internationale qui est en grande partie responsable de cette crise et de l'aggravation de cette crise. Et puis, en attendant, la population est victime de ce manque de gouvernabilité qui a permis à des groupes de gangsters, des groupes de la criminalité internationale de prendre le pays en otage, d'organiser des kidnappings massifs, des zones de terreur et de non-droit, et qui fait aussi que la situation économique, toute l'activité économique est paralysée, le pays est coupé en plusieurs morceaux, où il y a la difficulté des déplacements, et donc tout le commerce, tout l'approvisionnement des biens, toute la production agricole a d'énormes difficultés à circuler, ce qui a appauvri la population. Et puis, en arrière-plan, la communauté internationale a trouvé une solution, c'est de faciliter l'exil massif des gens qui s'étaient déjà résignés à s'aventurer sur la mer ou dans des circuits très douteux pour sortir du pays. Et puis maintenant, une fuite des cadres et de la population en général pour échapper à cet enfer. Mais aussi une quantité de gens qui continuent à croire dans le pays, qui sont engagés, qui continuent à lutter, à s'organiser et à proposer des solutions. Donc aujourd'hui, ce qui est le plus grave, c'est la situation sécuritaire. Et l'État ne rend plus aucune de ses fonctions en termes de sécurité de la population. La population est livrée à elle-même. Les gens s'organisent avec des brigades de vigilance, des brigades d'autodéfense. Et puis, voilà, il y a, devant cet échec, les gens qui sont au gouvernement n'ont trouvé aucune seule alternative, c'est de demander une intervention étrangère pour les aider à faire leur travail. Mais alors qu'ils sont responsables, on pourrait dire, de la dégradation et des mesures qui ne sont pas prises
pour essayer d'enrayer cette crise sécuritaire. Et donc, la situation économique était tellement grave, et elle est tellement grave depuis des décennies, et bien, tout ça a alimenté ce climat, et tout ça a permis aussi à des groupes mafieux et de prendre pied, parce que ils ont la population en otage, cette misère, bah, certains ont décidé donc de s'allier à ces groupes-là, puisque c'est leur seul échappatoire, et donc se sont aussi criminalisés. Et donc, par rapport à ces groupes armés, tu me disais que, en fait, ils ne peuvent pas vraiment durer dans le temps. Leur organisation ne peut pas vraiment durer dans le temps parce qu'au niveau de la gouvernance, ils n'ont pas assez de compétences et de moyens. Mais quelle est ton analyse par rapport à ça? Alors, je pense que je vais nuancer un petit peu ce propos, hein. Et aujourd'hui, les groupes armés ont un niveau d'organisation beaucoup plus sophistiqués qu'au début quand ils sont apparus. Ils sont apparus d'abord par, on pourrait dire, des manipulations politiques. Certains politiciens, plusieurs politiciens, hein, pour pouvoir assurer leur élection ou leur influence, ont armé des groupuscules ou des partisans, hein, pour pouvoir imposer leur vision. Et puis, il y a eu une réaction d'autres groupes de politiciens qui se disaient, ben, si eux, ils sont armés, ben, nous aussi, on va s'armer. Puis, c'est comme ça que ont commencé les premiers groupes. Mais il faut dire qu'il y a eu une tradition depuis la dictature où l'armée d'Haïti et le gouvernement, ne voulant pas toujours avoir à faire la sale besogne, ont toujours eu des groupes, des milices ou des gens qui doivent faire la sale besogne et qui sont armés. Donc, il y a une tradition d'utiliser la violence comme moyen de domination. Et dans le secteur privé haïtien, une partie du secteur privé, eh bien, d'abord sous une forme d'autodéfense, mais aussi pour assurer les circuits de contrebande, eh bien, les gens se sont aussi armés. Donc, il y a eu une prolifération de ces groupes armés et certains dirigeants, certains présidents, en arrivant au pouvoir, se sont dit, ben, si tous ces gens sont armés, ben, moi aussi, je dois avoir à plus de la police et avoir aussi quelques milices armées pour pouvoir assurer mon pouvoir politique. Et c'est comme ça que tous ces secteurs, hein, des politiciens, des hommes d'affaires, des dirigeants, se sont armés. Mais pour s'armer, il faut avoir des moyens. Et le moyen le plus facile, c'est le trafic de drogue. Donc, il y a eu donc une alliance entre tous ces groupes qui n'étaient peut-être pas nécessairement des dealers de drogue au départ, mais avec la mafia internationale, parce que c'est la seule façon de trouver des armes. Il faut de l'argent, et pour trouver de l'argent, il faut de la drogue. Et c'est comme ça que la drogue et la criminalité internationale est rentrée et a pris en otage ces mêmes collaborateurs. Aujourd'hui, beaucoup de ces politiciens, soit ils sont devenus des dealers de drogue, soit doivent travailler avec ces dealers de drogue. De toute façon, ils ne sont plus maîtres de leurs actions parce que on sait qu'au niveau international, dans toute l'Amérique latine, que ce soit la Colombie, le Venezuela, le Honduras, et il y a une liaison avec le grand marché nord-américain et le marché européen. Donc, Haïti est devenu une plaque tournante de la drogue, et ça depuis plusieurs décennies. Et une plaque tournante qui était plus ou moins bien régularisée ou bien contrôlée par d'abord les autorités de l'armée d'Haïti, etc. Mais au fur et à mesure, avec beaucoup d'acteurs différents. Et donc, finalement, c'est la grande criminalité internationale qui tire le plus grand profit de cet effondrement de l'État haïtien, parce que l'État s'est effondré sous ce poids. La justice haïtienne s'est effondrée, la police nationale s'est effondrée sous ce poids de toute cette criminalité vue, assurée et comprise par, je pourrais dire, les acteurs internationaux. Et donc, beaucoup de pays ont été victimes, mais le fait que la société haïtienne soit tellement peu solidaire, eh bien, elle a été plus vulnérable encore. C'est-à-dire que vous avez des grands pays, comme le Mexique, aujourd'hui l'Équateur, où il y a une influence, une véritable terreur qui est assurée par tous ces groupes mafieux autour de la drogue.
Mais ces États continuent à exister et assurer un minimum. Mais la violence est terrible. On le sait dans tous ces pays. Et même là, chez nos voisins, en République dominicaine, le trafic de la drogue a une très grande importance. Mais l'État continue à exister. En Haïti, l'État était trop faible. Et l'État est trop faible parce que la société elle-même est une société qui est très informelle et où il n'y a jamais eu une grande solidarité. Nous avons une structure d'un pays où l'essentiel de l'activité de production, c'est la production agricole. C'est une activité qui a été laissée aux seuls paysans pauvres. Je parle de paysans pauvres, je parle de paysans qui ont en 80% moins d'un hectare de terre, qui possèdent une vache, un cochon, 2 chèvres en moyenne, et qui cultivent un peu de maïs, de café, d'haricots, enfin, bref, des paysans extrêmement pauvres qui n'arrivent pas à survivre et à s'alimenter malgré que ce sont les principaux producteurs qui assurent jusqu'à présent 50% de ce qu'on retrouve sur le marché national. Et ces gens vivent dans l'insécurité alimentaire et dans la misère. Eh bien, mais ça, c'est le fait de l'abandon des élites haïtiennes. Je parle d'abord des élites économiques qui sont parfois propriétaires terriennes, mais qui ne font pas d'investissement, qui laissent les paysans prendre tout le risque. Eux, ils ne se contentent que de la spéculation, acheter et revendre, l'import et l'export, qui n'investissent pas dans la productivité et qui se contentent de parasiter, on pourrait dire, cette activité économique, et l'État haïtien de même. Et les classes moyennes haïtiennes, les intellectuels, sont toujours entre deux eaux, et la majorité se sont ralliés au système qui finalement exclut la très grande majorité de la population. Il y a encore 30 ans, on avait 80% de la population haïtienne qui était de la population paysanne. Aujourd'hui, on est à moins de 40%. Et les gens qui ont laissé le monde rural pour aller en ville, c'est pour gonfler d'immenses bidonvilles, puisque l'agriculture ne rapporte pas, ne permet pas de manger. Donc les gens se sont réfugiés dans les villes, où ils peuvent recevoir des transferts d'argent, puisqu'il y a des millions d'Haïtiens qui ont quitté le pays. Et donc la paysannerie a investi dans l'émigration. Et aujourd'hui, la principale source de devises du pays, c'est l'argent provenant de l'étranger. Et donc cet argent arrive dans les villes, permet aux citadins de manger, d'aller à l'école, mais qui n'aide pas au développement économique. Et donc, on a une prolifération d'une jeunesse dans les bidonvilles, et c'est ce qui a donné on pourrait dire, le ferment et le substrat pour pouvoir monter tous ces gangs armés et qui aujourd'hui terrorisent cette même population. Oui, donc là tu parles vraiment d'un système décentralisé avec la diaspora qui est à l'étranger, qui essaie de soutenir les personnes ici dans les bidonvilles, mais ce n'est pas suffisant, donc ça fait que il y a cette insécurité, cette instabilité qui est là et qui permet donc aux gangs armés de prendre des recrues, en fait, si je comprends bien. Et donc, en fait, par rapport à ce système de criminalité à grandeur, à grande échelle, quelles seraient les possibilités d'enrayer ce système? Parce que là, ça semble être vraiment énorme. Hein. Bon, alors il faut revenir toujours aux causes. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'une grande partie de la population et des élites ont bien compris que ce manque de solidarité économique, le fait qu'on ait abandonné l'agriculture aux petits paysans pauvres, les paysans sont restés pauvres parce que depuis 40 ans, on a décidé d'importer des produits et de leur faire du dumping. Et une grande partie de la classe possédante n'a comme activité que justement le commerce à partir de ces produits importés. Et donc, l'activité économique a créé cette pauvreté par les choix qui ont été faits. Et donc, aujourd'hui, j'ai rencontré, je discute avec des gens de ces familles
possédantes qui ont monopolisé le commerce à leur profit et aux dépens de l'agriculture et de la majorité de la population qui était agricole, qui se disent, mais c'est fou, mais nous avons provoqué cette pauvreté. Et donc, il faut produire autrement, il faut créer de la richesse autrement, pour une meilleure répartition de la richesse. Parce que tant qu'il n'y aura pas cette répartition de la richesse, eh bien, les politiciens, les dealers de drogue, tout le monde pourra alimenter ces groupes armés, puisque ce sera toujours plus facile. Et donc, il y a une remise en question profonde, et on le voit à travers les organisations du secteur privé, les chambres de commerce, on le voit à travers des regroupements qui se sont formés, le groupe Macaya, Carrefour l'Espoir, donc, où au moins c'est verbalisé. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une grande partie de la société qui aujourd'hui ose dire nous avons failli en tant qu'élite. Voilà. Maintenant, entre cette affirmation et faire les choses autrement, ce n'est pas aussi facile parce que les conditions se sont énormément dégradées, même pour ceux qui se disent eh bien, si j'ai investi dans le commerce et non dans la production, je vais aujourd'hui investir dans la production, mais voilà, le pays est déjà pris en otage. Où, comment se déplacer, comment faire transporter les marchandises? Là, il y a un véritable problème. Donc, ce qu'il y a de positif, c'est que il y a cette reconnaissance, il y a cette, je pourrais dire, cette prise de conscience par rapport aux causes qui ont provoqué cette situation. Et donc, aujourd'hui, il faut trouver une façon de rompre le cercle vicieux et de pouvoir rétablir des conditions qui permettront à ces gens qui ont pris conscience d'investir autrement. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte, et j'ai des témoignages extraordinaires de gens qui ont 40 ans, qui se disent, mais nous, on a pu jouir de ce pays de façon, on pourrait dire, injuste, mais nos enfants ne peuvent même plus jouir de ce pays. Ils sont tous à Miami, ils sont tous en Europe, et nous sommes la dernière génération. Nos enfants ne sont déjà pratiquement plus haïtiens. Donc, ils se rendent compte que cet Haïti qu'ils ont aimé, cet Haïti injuste, inégal, cet Haïti d'apartheid, on pourrait dire, qu'ils ont aimé, même cet Haïti-là est en train de disparaître pour eux. Et c'est à ce moment-là qu'il y a cette prise de conscience en disant, mais si on veut continuer le rêve de la nation haïtienne, on doit faire les choses autrement. Maintenant, comment le faire? C'est pas facile, parce qu'il va falloir casser ça. Mais il n'y a pas d'autre chose à faire. Et un autre exemple que je pourrais prendre, c'est... Comment casser ça avec ce contexte politique et comment est-ce que ça pourrait se faire dans ce contexte-là? Donc aujourd'hui, il faut casser cette dynamique. C'est un problème actuel d'aujourd'hui. Ce n'est pas facile, mais ça doit se faire. Alors, il y a plusieurs propositions. Le gouvernement propose à inviter une force étrangère à venir le faire. Tout le monde sait que cette force étrangère ne pourra pas le faire comme elle est présentée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de solidarité internationale, oui. Mais même s'il faut un appui avec une force étrangère, il faut d'abord une prise en charge de la problématique par les Haïtiens eux-mêmes. Oui, et puis une vision aussi de qu'est-ce qui va se mettre en place après. Voilà, donc il y a des propositions sur la table. Mais la difficulté, c'est que les gouvernants actuels bloquent. Ils disent qu'ils veulent le faire, mais ils veulent le faire sous leur leadership, un leadership qu'ils n'ont pas. Et ils veulent le faire sous leur contrôle absolu et sans la participation des autres. Alors que n'importe quelle solution devra arriver à mobiliser de larges secteurs de la population. Le peu de secteurs organisés doivent pouvoir participer à cette mise en place. C'est-à-dire la question sécuritaire n'est pas l'affaire du Premier ministre et du directeur général de la police. C'est l'affaire de tous les citoyens. Aujourd'hui, les citoyens ont déjà exprimé leur volonté d'exercer leur droit à l'autodéfense. Ils ont organisé des brigades, ils ont organisé du contrôle
dans certains quartiers, mis des barrières. Il y a eu des mouvements de réaction violente par rapport aux gangs. Tout ça, c'est de l'autodéfense. Mais cette autodéfense peut être encadrée. Mais pour cela, il faut des dirigeants légitimes et des dirigeants qui acceptent de collaborer avec tous ces secteurs et pas des dirigeants méprisants. Donc ça, c'est une première chose. Donc il y a une volonté de tous les secteurs de la population parce que finalement, très peu de gens bénéficient de la situation actuelle. Très, très peu de gens. Parce que les gangs sont tellement violents qu'ils n'arrivent même plus à régénérer, on pourrait dire, une certaine sympathie. Tous les gens qui collaborent avec les gangs sont pris en otage. Donc, leur force est très, très, très fragile, mais quand en face, il n'y a rien, et il n'y a aucune organisation, à ce moment-là, ils paraissent d'une force disons, immense. Mais ça peut être mis à défaut avec un minimum d'organisation et de participation. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a comme enjeu. C'est-à-dire, c'est d'arriver à ce que les Haïtiens arrivent à faire sauter les verrous de blocage qui aujourd'hui sont situés au gouvernement même et pouvoir réorganiser, on pourrait dire, un minimum de résistance. Et ainsi, s'il y a un appui international, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple à résoudre. Il faut d'abord cette volonté. Aujourd'hui, c'est un des plus gros enjeux. Parce que, admettons qu'on démantèle les gangs, mais qu'est-ce qui va suivre? Quel type de société on va construire par la suite? Voici l'enjeu réel. Et pour cela aussi, il faut une participation de tous. Une Haïti décentralisée, où on arrête d'avoir Port-au-Prince comme seul centre de décision et qui mobilise tous les moyens et toutes les ressources pour tout décider. Donc cette décentralisation doit fait partie d'une autre vision. Il faut qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait des décisions là-dessus. Aujourd'hui, avec un gouvernement ou des dirigeants qui ne voient que leur petit pouvoir personnel, ben, il est impossible d'imaginer une décentralisation. C'est une demande de toutes les couches de la société qui vivent dans les autres régions du pays. Comment rétablir une économie basée sur la production et non sur le commerce? Comment prendre des décisions pour une fiscalité plus juste? Comment organiser une sécurité également qui réponde aux problèmes du pays? Quand il y a eu la première intervention en 94, on a créé la police nationale, mais c'est une police qui a été créée par des étrangers avec une vision hétéroclite. Nous avions une école américaine, une école argentine, une école française, canadienne, et chacun avec leur vision. Et on a une police qui est complètement désunie, qui a été créée, et puis avec sur des restants de l'armée d'Haïti. Donc, quelle police pour quel pays? Aujourd'hui, dans le monde rural, il n'y a aucune présence policière. Nous avons une police qui est à 95% urbaine. Le monde rural, qui représentait 80% de la population à l'époque, n'avait droit à aucun système de sécurité. Les gens se sont autorégulés. Mais aujourd'hui, si on doit repenser les forces de l'ordre, ben, il faut le faire en fonction de la majorité de la population. Comment sécuriser le bétail? Comment sécuriser les champs de bananes? Comment organiser la protection civile? Comment organiser la sécurité alimentaire? Comment organiser la sécurité face aux catastrophes? Mais tout ça, ça doit être débattu. Et ça ne peut pas se faire par une petite clique au gouvernement. Il faut appeler à une grande participation. Et là, il y a une autre responsabilité, c'est celle de la société civile. La société civile haïtienne est tellement désorganisée ou est tellement attentiste par rapport à les dirigeants. Je critique les dirigeants, mais en même temps, je n'ai pas de proposition en termes de société civile. Donc, une des grandes missions, un grand enjeu aujourd'hui, c'est si on parle de participation,
comment la société civile va participer à ce débat, comment la société civile va réclamer son droit à la participation si elle n'est pas organisée. Donc, dans le monde agricole, par exemple, il faut que les jeunes entrepreneurs, il faut que les paysans renforcent leur réseau, leurs organisations, pour réclamer, par exemple, plus de présence policière dans le monde rural, mais avec un type d'officiers de police qui ne sont pas ceux qui ont le profil des villes. Nous avions travaillé là-dessus au ministère dans les années 2014-2015 sur une proposition de la création d'un corps de police pour les sections communales pour le monde rural, avec un profil de policiers qui rappelle un peu ce qu'on pourrait avoir comme des officiers, on pourrait dire de protection civile, qui travaillent sur plusieurs plans avec plusieurs ministères. Ce sont les propositions qui ont été débattues et qu'il faut revenir là-dessus. Et ça, c'est le rôle, c'est une des principales revendications du monde paysan depuis plus de 20 ans, c'est la police rurale, la police pour les zones agricoles. Jamais ça n'a été fait. Et ça, il n'y a que les Haïtiens qui connaissent ce problème. Mais si on laisse la réorganisation des forces de sécurité à des étrangers, ils peuvent entendre, ils peuvent ne pas entendre, mais de toute façon, c'est notre responsabilité. Donc aujourd'hui, le plus gros enjeu pour les gens de la société, ce n'est pas de se plaindre, mais c'est de s'organiser pour réclamer un droit à la participation et pas participer pour participer, mais participer pour proposer à partir d'une réflexion. Et comment est-ce que, justement, cette participation, cette réflexion pourrait se mettre en place dans ce contexte vraiment difficile, premièrement au niveau sécuritaire, mais deuxièmement aussi au niveau du niveau d'éducation de beaucoup de personnes, au niveau de comment le manque de solidarité aussi parfois entre les personnes. Donc, comment est-ce que cette proposition pourrait se mettre en place de pouvoir vraiment organiser la société civile pour qu'elle puisse faire des propositions qui puissent se mettre en application? Bon, premièrement, ça se fait. Il y a beaucoup d'initiatives de la société civile. Pas assez, Oui. mais il y en a. Okay. Donc, il faut les renforcer. Je peux donner quelques exemples. Par exemple, à l'université Quisqueya, il y a eu toute une démarche pour organiser des consultations sur environ 400 des 565 sections communales du pays, où des réunions ont été faites avec des jeunes, avec des paysans, avec des autorités locales, pour essayer de faire une cartographie des problèmes et des solutions. Hein, c'est sorti il y a maintenant une base de données sur ces gens, sur ces idées, sur ce diagnostic et ces propositions. Et cette base de données, elle est disponible. Et ce sont des gens qui l'ont montée. Donc, un travail comme celui-ci peut être renforcé, il peut servir de base pour beaucoup de réflexions. Un autre exemple, au niveau de certaines chambres de commerce, je prends par exemple des chambres de commerce et d'industrie avec lesquelles je suis en contact dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans le sud, eh bien, il y a un processus de réunion entre des membres. Il y a des contradictions, il y a des difficultés, mais par exemple, dans le nord et le nord-est, les deux présidents, ce sont des agro-industriels. Ce sont des gens qui sont impliqués dans la production, qui essaient de bousculer un peu d'autres collègues et qui sont en train de faire un travail de mobilisation de d'autres acteurs du secteur agricole ou agro-industriel pour justement venir avec des propositions de relèvement. Quand il y a eu cette mobilisation qui est là jusqu'à présent sur la question de la frontière et du canal à Ouanaminthe, eh bien, ce qui a sauté aux yeux pour la société haïtienne, c'est que ça suffit, on arrête d'acheter des œufs de la République dominicaine et de la volaille. Ce n'est plus possible. Pourquoi on ne peut pas produire? Bien, voilà que l'association des aviculteurs s'est remobilisée et un des acteurs, c'est le président de la Chambre de commerce du département du Nord. Ils ont lancé une campagne pour s'approvisionner en intrants, pour essayer de relancer la production. Il y a eu des réunions avec les ministères pour pouvoir trouver une certaine collaboration pour appuyer cette possible relance.
Les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, mais la mobilisation, elle existe. Et la concertation, elle existe. Donc, il y a moyen et il y a des initiatives pour que la société civile s'implique davantage sur le long terme, sur le moyen terme, mais aussi sur le court terme. Donc, c'est ce qu'il faut renforcer. Et il faut d'abord savoir que ça existe. Et je pense que il n'y a pas d'autre passage, hein, il n'y a pas d'autre raccourci. Donc, c'est cette mobilisation qui peut se faire, qui est en train de se faire et qui peut déboucher sur plus de responsabilités pour une meilleure participation. Donc là, tu mets en avant l'université Quisqueya, le président de la Chambre de commerce. Donc, ce serait vraiment une mobilisation qui pourrait se faire à partir de ce type d'acteurs. Ou bien est-ce que tu vois d'autres acteurs qui pourraient participer à cette mobilisation? Bon, c'est la responsabilité de tous les acteurs. C'est-à-dire que dans le secteur privé, il y a des acteurs qui se mobilisent. Dans le secteur paysan, il y en a. Dans le secteur des femmes, il y en a. Dans le secteur des droits humains, dans le secteur culturel. Donc, toutes les strates de la société, tous les regroupements possibles doivent se mobiliser. Certains ont plus de capacités que d'autres. Ça dépend des fois de capacités individuelles, de gens plus engagés. Ça dépend aussi de certaines opportunités qui peuvent se présenter. Aujourd'hui, l'économique est plus, je pourrais dire, on peut se mobiliser plus par rapport à l'économique parce que l'économique peut donner des réponses immédiates à la situation de misère que vivent les gens. D'autres secteurs ont plus de difficultés parce que quand on a faim, quand on n'a pas d'argent en poche, c'est plus difficile de réunir les gens parce que les gens souffrent trop, la situation est extrêmement difficile. Mais les secteurs économiques ont montré un certain dynamisme. Le secteur de l'éducation, comme à l'université, où il y a des jeunes qui se mobilisent, ce n'est pas suffisant. Hein, jusqu'à présent, les résultats ne sont pas au rendez-vous, mais on peut penser que on peut avoir des surprises et surtout, il faut y travailler. Oui, travailler à renforcer déjà ces structures existantes. Il faut travailler à renforcer ces structures existantes. Il faut renforcer des actions qui se font. Par exemple, j'en avais parlé dans l'interview sur l'université et les jeunes entrepreneurs. Eh bien, si je prends des actions pour aider des jeunes à rentrer dans la dynamique de la production agricole, on avait pris les exemples de la production de lapins ou la transformation du lait, eh bien, c'est aussi l'occasion pour réunir ces jeunes et venir avec des propositions par rapport à l'avenir du pays. C'est pas simplement produire des lapins pour produire des lapins, c'est aussi comment peut-on créer des conditions pour que on puisse produire. Mais pour ça, ces propositions-là, elles touchent le politique, elles touchent la politique commerciale, elles touchent la politique de décentralisation, elles touchent la politique sécuritaire. Donc, celui qui se regroupe pour mener une activité économique, il peut aussi réfléchir, discuter, se concerter sur tout ce qui crée l'environnement qui va favoriser cette activité économique et qui est indispensable. Et aujourd'hui, la question sécuritaire elle est centrale. Oui. Est-ce que, quel est le pouvoir d'action, le pouvoir d'agir de la société civile sur sur les décisions qui sont en train d'être prises par rapport à la force d'intervention kenyenne, par rapport à d'autres grandes actions comme ça? Donc, quelle est vraiment, oui, la possibilité d'action vraiment sur ce genre de décision? Bon, je pense qu'il faut toujours se mobiliser, toujours agir. Maintenant, quand on le fait de façon organisée, de façon concertée, à ce moment-là, on peut être beaucoup plus efficace. Donc, il faut aussi le faire de façon collective et communiquer avec la majorité de la population. Et aujourd'hui, les secteurs organisés de la société civile ont une responsabilité par rapport même au problème actuel de la sécurité. Le problème actuel de la sécurité, il faut le comprendre et il faut aussi sensibiliser les gens sur leurs responsabilités et sur ce qu'on a comme vision
pour le futur. Donc, la sécurité, aujourd'hui, se pose en termes d'autodéfense, par exemple. Bien, et l'autodéfense est un droit constitutionnel. Les Haïtiens, les gens, les citoyens ont le droit de se défendre et de s'organiser pour se défendre. Mais cette organisation doit être encadrée. Malheureusement, l'État n'encadre rien, mais les organisations de la société civile peuvent faire un minimum de concertation pour organiser cet encadrement de façon à être plus efficace et surtout pousser la réflexion pour être un interlocuteur en face de ceux qui vont agir. Si la communauté internationale décide finalement d'agir, bah, elle doit pouvoir discuter et il faut pouvoir s'imposer dans la discussion et pour ça, il faut une vision, il faut des discussions, des débats internes autour de la société civile pour arriver à des propositions et faire comprendre voici les enjeux, voici ce que nous avons comme préoccupation, que ce soit sur la mission de cette force d'intervention, que ce soit sur son mode opératoire, que ce soit sur les comptes à rendre, toutes les balises qu'il faut pour éviter des bavures, pour éviter ce qui s'est passé, l'échec qui s'est passé dans les interventions antérieures. La société civile doit se positionner et doit réfléchir là-dessus pour pouvoir proposer. D'abord, le premier niveau, c'est la réflexion, c'est la discussion, ce sont les débats, c'est sensibiliser le plus de gens possible. C'est dans cette seule condition qu'on peut être un interlocuteur valable et pour pouvoir avoir une force de proposition. Et déjà en proposant et en étant écouté, c'est une façon d'agir. Sans compter que l'autodéfense est une action aussi. Et cette autodéfense, ça ne c'est pas le premier pays à s'organiser pour l'autodéfense, ça se fait dans d'autres pays. Même à Miami, on a ce qu'on appelle le Citizen Watch, où il y a des réseaux de communication, de renseignement entre la population et les forces de police pour pouvoir prévenir certains problèmes. Mais ça se fait, ça peut se faire aussi en Haïti, si ça se fait de façon professionnelle, avec des gens, et il y a des gens de la société haïtienne qui ont ces connaissances, qui ont l'expérience, qui ont cette formation. Il faut simplement une organisation de ce travail et il y a des organisations de la société civile qui peuvent participer, que ce soit les organisations des hommes d'affaires, que ce soit d'autres types d'organisations, de producteurs qui peuvent participer à cette réflexion. Oui, tout à fait. Donc, en effet, le pouvoir d'agir, en fait, de la société civile est assez énorme parce que, en fait, elle peut vraiment, par la sensibilisation, par la mobilisation, vraiment étendre, justement, son impact et devenir des interlocuteurs de plus en plus, au premier plan, je dirais. C'est la seule façon de contrer cet effondrement de l'État, cette incapacité des dirigeants. Il faut que ce vide soit comblé par la société elle-même. Parce que, dans un sens, on pourrait dire que cet échec ou cette non-organisation des dirigeants, c'est un peu notre reflet. Et puis, s'il n'y a rien, personne pour challenger, à ce moment-là, on aura pratiquement les dirigeants qu'on mérite, je pourrais dire, d'une certaine façon. Donc, nous devons nous mobiliser pour avoir d'autres dirigeants que nous méritons et à partir de visions communes, de visions concertées qui reflètent nos aspirations. Et alors, par rapport à cette mobilisation, avec ce programme Biden qui draine quand même beaucoup d'Haïtiens à l'extérieur du pays, donc là, je ne sais pas exactement le nombre de personnes qui ont participé dans ce programme d'émigration. Est-ce que cette mobilisation est encore possible avec, par rapport à cette situation? Et puis, ce programme Biden, au fait, c'est quoi exactement les conséquences actuelles, mais aussi futures, à court, à moyen et à long terme? Bon, quand ce programme a commencé, il y a eu des tas de postes pour expliquer que dans ce manuel de l'art de la guerre, on explique bien qu'il faut permettre à l'ennemi une porte de sortie pour qu'on puisse assurer l'échec. Alors, je ne sais pas si ce programme Biden est pensé dans ce sens, mais c'est évident que ce programme a drainé de l'énergie, des mobilisations, de l'argent, des ressources extraordinaires. Les gens se sont mobilisés pour partir. Mais qui peut reprocher à quelqu'un de laisser le pays? Les gens qui ont vécu des situations horribles, des situations inimaginables en termes d'insécurité, c'est pas possible de condamner ça. Donc les gens partent
et ça fait partie des données. Maintenant, qu'il y ait Biden ou non, il partait même avant sans Biden. Oui. Donc aujourd'hui, c'est facilité, c'est la crème de la crème. Mais aussi, on voit que la diaspora haïtienne qui fait partie de la réalité haïtienne, n'oublie pas Haïti. Elle continue à réclamer son rôle dans les solutions. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué quand on est plus dans le pays. Et la marge de manœuvre mais c'est vraiment n'est plus la même. Mais on a accès à certaines ressources, on a une possibilité d'influence. Donc on n'a pas le choix. Il faut que la diaspora et ceux qui sont partis récemment, eh bien, continuent à se mobiliser pour de là où ils sont, ils puissent contribuer à la résolution de la crise. Et ça, c'est pas impossible à faire. On a des exemples dans d'autres pays où finalement, si on prend le cas du Rwanda, où finalement c'est une bonne partie de la diaspora qui est revenue et qui a reconstruit ce pays. D'où le changement de langue, on est passé du français à l'anglais parce que voilà, il y avait une forte influence de diaspora anglophone et qui est revenue. Donc il y a l'histoire qui nous démontre que la diaspora, ce n'est pas nécessairement une perte sèche. C'est certainement une perte, dans notre cas, certainement, mais c'est la réalité, donc il faut compter sur cette réalité et en tirer le meilleur profit. Et je pense qu'on n'a pas le choix, donc il faut se mobiliser sur ça. Il faut aussi améliorer les contacts, les canaux de communication et d'action entre la diaspora et les gens sur le terrain. J'ai participé à plusieurs conférences organisées par des gens de la diaspora sur l'investissement en Haïti, à Montréal, à Atlanta. Donc les gens veulent apporter des ressources, ils veulent apporter leur contribution, ils veulent investir dans le pays. Et aujourd'hui, ce n'est pas avec des gens qui n'ont aucune ressource à investir qu'on va pouvoir, disons, démarrer certaines activités économiques. Donc, la diaspora veut participer, mais il faut organiser cette participation. Il faut que la diaspora vienne en appui à des choses qui se font déjà dans le pays. Et moi, je suis en contact avec beaucoup d'Haïtiens de la diaspora qui offrent et qui seraient prêts à le faire. Bien sûr, ce n'est pas facile, rien n'est facile, mais c'est encore possible. Donc, regardons l'aspect positif et pas seulement l'aspect négatif. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que merci beaucoup pour cette information, parce que c'est vrai qu'en général, on voit la fuite des cerveaux, la fuite de la force vive comme un échec, comme une perte, etc. Et là, en fait, tu remets une perspective pour dire, mais non, ce n'est pas spécialement une perte. On peut vraiment compter encore sur eux et ils sont toujours une force vive ici. Donc, merci pour ce changement de perspective que moi, je n'ai pas en tout cas l'habitude d'entendre. Donc, merci beaucoup. Donc, ben voilà. Alors, pour conclure, peut-être peux-tu dire un peu, mais quelles sont les perspectives pour les générations futures par rapport à cette situation? Comment est-ce que ces générations futures vont pouvoir évoluer dans cette réalité qui est devenue Haïti? Bon, et c'est pas seulement Haïti. Le monde est devenu très compliqué, très préoccupant, que ce soit pour les enjeux du changement climatique, que ce soit tous les enjeux des formes de démocratie, que ce soit, enfin, il y a tellement de problèmes. Donc, les Haïtiens sont très touchés, mais il n'y a pas qu'Haïti. Donc, je pense que il faut continuer à croire, il faut continuer à se mobiliser, à agir ensemble. Les gens qui sont plus âgés ont une très grande responsabilité pour transmettre beaucoup de choses. Et les jeunes sont vraiment assoiffés, ils cherchent, ils veulent des solutions, mais il faut pouvoir s'adapter à leur vision aussi et à leurs besoins. On ne peut pas revenir avec les mêmes schémas, les mêmes analyses, les mêmes façons d'agir. Chaque génération a ses caractéristiques. Donc, il faut respecter ce changement. Pour ça, il faut être en contact avec les jeunes. C'est ce que nous faisons à l'université. Nous essayons d'être à l'écoute et voir comment ils peuvent participer tout en leur apportant aussi le maximum qu'on peut leur apporter. Et je ne serais pas surpris d'être surpris par Haïti. C'est-à-dire que
des fois, il y a des sursauts qui sont incroyables dans l'histoire et j'ose croire que c'est encore possible et pour Haïti. Et puis, même dans la conjoncture actuelle, ça traîne depuis des années, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir des changements étonnants. Mais pour ça, il faut apporter, il faut continuer à contribuer. Voilà. Ben, merci beaucoup Michel Chancy pour cette analyse de l'actualité ici en Haïti. Merci pour ton engagement pour Haïti. Je te laisse le dernier mot pour conclure, si tu as encore quelque chose à dire. Bon, l'action collective, je pense que tout ce qui, les gens, action collective, complot des gens de bien. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent vraiment des changements, qui veulent vraiment du bien pour ce pays, pour cette population, pour ce monde, doivent se mettre ensemble, ils doivent apprendre à comploter ensemble pour faire de bons complots, pour arriver à faire des merveilles. Merci beaucoup Michel Chancy, merci beaucoup.